Maintenant, je me tourne vers Philippe. Philippe Espitalier-Noël, président de la commission développement durable et inclusif. Philippe est le CEO du groupe Rogers. À toi la parole. Oui, bonjour, Monsieur Galgiro. Je voudrais, tout comme tout à l'heure, faire un petit constat de où est-ce que se situe l'île Maurice par rapport au développement durable et inclusif, avant de vous poser deux questions. Et si nous avons le temps, retourner sur une question par rapport à l'économie circulaire, topic intéressant du moment. Maurice, pour sa part, est aujourd'hui responsable uniquement de 0,01% des émissions à gaz à effet de serre au niveau mondial. Cela dit, forcément, nous comprenons que nous devons nous inscrire dans une neutralité carbone et que c'est très important pour la résilience et le développement économique. Nous subissons de plein fouet l'activité économique au niveau international. Pour un petit État insulaire, nous nous retrouvons aujourd'hui extrêmement vulnérables, 7e au rang sur la liste des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles, 13e au rang des pays les plus vulnérables aux effets négatifs du changement climatique selon le World Risk Report. Les risques forcément sont liés à la montée du niveau de l'océan pour nous, la force des cyclones, la fréquence plus réelle de ces cyclones, d'autres phénomènes comme les fortes températures, les inondations, le blanchissement du corail, la vulnérabilité de nos récifs et de nos lagons et tout ce que ça peut avoir comme impact sur nos côtes, ressources rares pour l'île Maurice. Tous les Mauriciens sont bien évidemment concernés et l'ensemble des moteurs économiques, que ce soit le secteur touristique, l'agriculture, la manufacture, la finance et bien d'autres. Vous avez fait un constat alarmant comme bien d'autres et qui, je crois, sont maintenant connus de nous tous. Cependant, nous constatons que les solutions tardent à se mettre en place. Alors, mes deux questions, d'après votre expérience, quels sont les obstacles à la décarbonation pour une petite île comme l'île Maurice? La deuxième, comment valoriser notre capital naturel et inscrire la résilience au changement climatique directement de notre planification économique? Merci. Oui, merci. Ce sont deux questions évidemment cruciales. Vous savez, moi j'aurais une première réaction qui est de dire, franchement, la contribution de l'île Maurice aux émissions de gaz à effet de serre est tellement faible que c'est vraiment pas le sujet au niveau mondial. Mais je suis admiratif de la responsabilité qui est la vôtre et qui vous tient à cœur. Et donc, je crois que c'est utile d'entrer dans cette discussion. Mais vous voyez, c'est une discussion qu'il faudrait avoir avec Xi Jinping et avec Donald Trump avant de l'avoir avec vous, à mon sens. Mais voilà. Sur cette question, qu'est-ce qui bloque du côté de la décarbonation, disons à la fois de l'île Maurice et de la totalité des économies de la planète, puisque, soyons honnêtes, personne aujourd'hui n'a véritablement engagé de décarbonation de son économie, en dépit de toutes les promesses qui ont été faites, notamment à l'accord de Paris en 2015. Mon expérience est la suivante, c'est que lorsque je discute avec des hauts fonctionnaires, et là, ce ne sont pas des hauts fonctionnaires de Maurice, parce que je ne discute pas encore avec les hauts fonctionnaires de Maurice, même si je serais très très heureux de le faire, mais par exemple des hauts fonctionnaires français, ou disons européens ou américains, la plupart d'entre eux ne croient pas que l'État puisse agir de manière efficace. Disons, il y a une démission de l'imaginaire d'un État stratège dans la tête d'une partie de nos hauts fonctionnaires, à mon avis, qui est extrêmement préjudiciable, parce que dans le grand projet de société que je vous ai décrit il y a un instant, qui est, disons, la transition écologique pour un pays comme l'île Maurice, il y a évidemment un investissement fort, à mon avis, de la part de l'État. Et donc, si nos hauts fonctionnaires n'y croient pas, ça sera difficile à mettre en œuvre. Donc, à mon avis, il y a une conversion de l'imaginaire et, disons, il faut se réconcilier avec, à mon sens, l'idée d'un État stratège qui porte l'intérêt de long terme. Mais mon expérience, c'est que dans les pays des Sud, où j'ai travaillé comme chef économiste de l'AFD, on est beaucoup plus enclin à se réconcilier avec cette image-là que dans les pays du Nord. Premier élément. Deuxième élément, quand je discute avec des capitaines d'industrie, mon impression générale est que la plupart, comme avec vous en ce moment, sont très conscients de la nécessité de transiter vers une économie bas carbone et savent aussi que c'est une opportunité de business extraordinaire. Donc, c'est pas de ce côté-là que ça bloque. Là où ça bloque, c'est que certains d'entre eux me disent, mon cher Gaël, moi j'aimerais bien faire des investissements verts dans mon entreprise, mais j'ai un diktat de rendement sur action de 10 ou 15% par an. Et si je me mets à faire d'investissements verts, je ne pourrais pas produire les 15% par an.
Et donc, on va juste me virer, comme ça a été le cas, par exemple, vous avez suivi ça à Engie en France avec Isabelle Cocher, la PDG d'Engie, qui a été simplement renvoyée par son actionnariat, tout simplement parce qu'elle ne crachait pas suffisamment de dividendes pour ses actionnaires. Et donc, les PDG sont soumis à une pression actionnariale extrêmement forte aujourd'hui, de sorte qu'à mon avis, une partie de notre industrie est pieds et poings liés face à des actionnaires qui sont eux-mêmes la proie, prise en otage par qui? Par des fonds communs de placement qui montent au capital d'un certain nombre d'entreprises cotées et qui, du jour au lendemain, exigent des rendements sur action exorbitants qui n'ont aucune connexion avec la réalité du business de l'entreprise et avec la réalité économique du pays où opèrent ces entreprises. Comment est-ce que vous voulez exiger d'une entreprise qu'elle crache de 10% par an dans une économie qui n'a plus de croissance? C'est juste impossible. Et donc, comme vous le savez comme moi, un certain nombre d'entreprises se retrouvent contraintes de renoncer aux investissements verts qui vont faire leur prospérité de demain. Donc, elles sacrifient leur business model. Et par ailleurs, un certain nombre d'entre elles empruntent de la main droite ce qu'elles resservent à leurs actionnaires de la main gauche, ce qui est un non-sens économique. Vous voyez. Et donc, à mon avis, un premier enjeu absolument majeur, c'est de délivrer nos entreprises du diktat de rendement sur action exorbitant et déraisonnable que leur impose un certain nombre de fonds communs de placement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Par exemple, vous exigez par la loi, et c'est là qu'il faut un dialogue avec les autorités publiques, que les fonds communs de placement ne puissent pas représenter plus de X% de l'actionnariat d'une entreprise cotée. Oui, ça, c'est une manière de faire. À mon avis, libérer l'entreprise de sa financiarisation ou du risque de sa financiarisation qui lui fera perdre son âme tôt ou tard. Premièrement. Deuxièmement, l'autre lieu de blocage majeur, à mon avis, ce sont les banques. Donc, je n'ai rien à titre personnel contre les banques. Au contraire, j'ai travaillé pour elles avant de devenir jésuite. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup de grands groupes bancaires ont financé la transition énergétique de la révolution thermo-industrielle, ont financé la consommation de masse après 1945, qui est essentiellement basée sur le pétrole, et comme conséquence ont dans leur bilan le miroir de ces financements. Et les banquiers actuels ont hérité de ceci. Donc, ce n'est pas eux qui ont fait les financements des années 60 ou des années 70, mais c'était des financements de 30 ans, 40 ans, 50 ans, dont ils ont encore les créances dans leur bilan. Et donc, ils ont des bilans qui sont étroitement dépendants des hydrocarbures fossiles, charbon, pétrole, gaz. Et un certain nombre d'entre eux savent très bien que si demain matin on était sérieux au niveau de la transition énergétique, et si la communauté internationale décidait que c'en est fini avec le charbon, donc non seulement l'Afrique du Sud serait en très très mauvaise posture, mais toute une série de banques seraient directement en faillite. Donc c'est ce qui a été reconnu de manière relativement euphémisée par Mark Carney, qui était le grand gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre dans son discours à la Lloyd en septembre 2015, où Carney finalement a dit il y a 3 grands risques aujourd'hui qui affectent la stabilité financière de notre planète. Vous avez le risque de destruction du capital par le dérèglement climatique. Donc ça, je vais y revenir dans un instant. Puis vous avez ce qu'il a appelé le risque de transition, c'est-à-dire précisément le fait que si on va très vite dans la transition énergétique, un certain nombre d'institutions financières, de banques en particulier, mais aussi de fonds communs de placement, seront directement en faillite parce que si vous déclarez par exemple demain matin que le charbon est un actif échoué, un stranded asset, alors le prix de marché du charbon va tomber à zéro, mais ça va creuser des trous noirs dans les bilans des banques. Et donc, d'une certaine manière, un certain nombre d'acteurs bancaires et financiers sont contraints, qu'ils le veuillent ou non, de faire du greenwashing, de prétendre qu'ils se sont convertis à la transition écologique, alors qu'en fait, ils ne peuvent pas, parce que leur business model est juste incompatible avec la prise au sérieux de la transition énergétique. Donc là, à mon avis, il y a une réflexion politique collective à avoir avec les banquiers. Il ne s'agit pas de les clouer au pilori, mais de se dire collectivement, nous sommes tous responsables de l'héritage de ces actifs hydrocarbures fossiles dans les bilans de nos banques. Comment est-ce qu'on aide nos banques à se débarrasser de ces métastases cancéreuses qui les empêchent d'accepter de financer la transition énergétique et écologique, vous voyez ? Et donc, ce n'est pas un procès que je fais aux amis banquiers, c'est une interpellation que j'adresse à l'ensemble de notre société pour que collectivement, nous soyons responsables de ce qu'il y a aujourd'hui dans les bilans de nos banques et qui empêche le secteur bancaire de jouer son rôle. Parce que vous comprenez bien qu'il n'y a pas de transition écologique sans un secteur bancaire qui la finance. Et on a besoin de nos banques pour faire de la création monétaire de manière à financer au bon endroit les investissements verts dont le secteur privé a besoin. Voilà. Donc moi, je dirais c'est ça les blocages majeurs qui fait que ça fait des années maintenant que tout le monde parle de la transition écologique, alors que dans la réalité des faits, elle avance très très lentement. Après, vous m'avez posé une deuxième question qui est comment est-ce qu'on valorise le capital naturel extraordinaire de l'île Maurice et comment est-ce qu'on essaie de le protéger. À mon avis, ça renvoie à 2 grands sujets qui sont des sujets malheureusement techniques et de long terme, qui sont la révision de la comptabilité, de manière qu'à la fois dans nos entreprises et dans la comptabilité nationale, on tienne compte
du capital naturel. Aujourd'hui, ça n'est pas fait. Et vous savez très bien que si une entreprise détruit la barrière des corails du côté de l'Australie, mais ça vaut évidemment aussi pour Maurice, ça ne se voit pas dans ses comptes. Et donc, la dette écologique qu'elle est en train de contracter vis-à-vis du monde entier, en fait, ne se reflète pas dans ses comptes. Et en vérité, si d'une manière ou d'une autre, on a arrivé à quantifier cette dette écologique, peut-être qu'en réalité, cette entreprise, en vérité, sera en faillite, mais ça ne se voit pas. Alors, sur cette question gigantesque, j'ai été très agréablement surpris de discuter il n'y a pas très longtemps avec le COMEX d'une grande société de conseil, dont je ne vais pas donner le nom, mais une des 4 Big Four, et de constater qu'en fait, ils étaient entièrement d'accord avec moi. Donc, ça suppose, premièrement, de revenir sur les normes comptables internationales, où vous voyez que ce n'est pas une mince affaire, de revenir sur ce qu'on appelle la fair value, qui est une bêtise comptable, qui consiste à faire rentrer les bulles spéculatives des marchés financiers dans la comptabilité d'entreprise, puisque vous valorisez les actifs d'une entreprise cotée à leur valeur de marché, alors que cette valeur de marché, elle est dépendante, disons, de mouvements erratiques, plus ou moins irrationnels qu'il y a sur les marchés financiers. Et une fois que vous avez fait tout ce travail de reconstruction de la comptabilité d'entreprise, d'introduire dans la compta la question, disons, de la valorisation des actifs verts et aussi donc de la dette écologique. Alors, sur ce dernier aspect, il y a 2 grandes options qui circulent actuellement. Il y en a une qui a été mise au point par la Banque mondiale dès la fin des années 90. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais de mon point de vue, elle n'est pas satisfaisante. Il y en a une autre que je connais, mais il y en a certainement d'autres encore que je ne connais pas, qui est actuellement construite par Xavier Rambaud et Jacques Richard, qui sont 2 comptables de Dauphine à Paris, qui vont, à mon avis, beaucoup plus loin, et c'est beaucoup plus intéressant que ce que fait la Banque mondiale, mais qui n'ont pas non plus atterri. Donc, à mon avis, il y a un chantier aujourd'hui, à la fois intellectuel et technique, qui est de reconstruire la comptabilité d'entreprise de manière qu'on puisse intérioriser, internaliser dans la compta la question de, c'est l'enjeu que vous soulignez, c'est-à-dire du capital naturel et de sa dégradation. Et comme vous le savez, le PIB au niveau national, ça n'est rien d'autre que la somme des valeurs ajoutées des entreprises. Et donc, si vous modifiez le calcul de la comptabilité de l'entreprise, vous modifiez également le calcul de la valeur ajoutée d'une entreprise, et donc vous devez modifier le calcul du PIB et donc de la comptabilité nationale. Et c'est pour ça aussi que c'est un énorme chantier. À mon avis, on peut difficilement faire l'un sans entrer dans un vrai débat sur la manière dont on réécrit la comptabilité nationale, de sorte que le capital naturel d'un État soit lui aussi valorisé dans le calcul des grands agrégats monétaires de l'État. Alors évidemment, quand je dis ça, j'ai conscience du fait que tout le monde se dit, certainement vous aussi, ça c'est un chantier qui va durer 40 années, donc c'est juste pas possible, donc il faut trouver autre chose. Et j'en suis conscient, et donc c'est pour ça que c'est peut-être pas la priorité, mais si on veut être sérieux sur cette question, je ne vois pas comment on peut faire autrement que d'engager au moins la réflexion sur ce chantier, sachant bien, et vous le savez comme moi, que ce que nous n'arrivons pas à compter ne compte pas pour nous, malheureusement. C'est-à-dire nous sommes entrés dans une société, ou en tout cas dans des civilisations de la gouvernance par les nombres, et si nous n'avons pas des nombres pour quantifier les dégradations écologiques, le coût de la réparation et la valeur du capital naturel que nous voulons protéger, nous aurons beaucoup de mal à en tenir compte de manière sérieuse.